le triathlon en particulier, on a cette chance, c'est qu'au départ, il y a pro comme amateur. C'est comme si on demande à un petit jeune aujourd'hui qui fait du foot, est-ce que tu vas jouer au foot avec Neymar ou des grandes stars françaises ou enfin internationales. Ouais. Ça revient fort, ça revient fort. Elle est impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une transition ultra rapide. Énormissime. Accroche. Il a gagné la finale. Allez, fort, allez. Oh, c'est la patrouille de France. L'armée des champions, c'est eux. Salut, c'est Valentin et je vous souhaite la bienvenue dans Loop sur le triathlon. Toutes les 2 semaines, je vous emmène à la rencontre des passionnés de triathlon, que ce soit des athlètes professionnels, des coachs, des nutritionnistes. Bref, on part à la rencontre de ces passionnés qui sont acteurs de notre sport. Alors bonne écoute. Hello Arnaud, Hello, ça va ? impeccable et toi? Ouais, impeccable, merci. Bon, bienvenue sur le podcast Loop sur le triathlon. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Merci beaucoup, c'est un honneur d'être présent sur ce podcast-là. Alors je m'appelle Arnaud Guillou, j'ai 34 ans. J'habite à Saint-Renan à côté de Brest. Je fais du triathlon depuis... Mon premier triathlon c'était en septembre 2012. Ok. C'était suite à un parcours dans différents sports avant. Et je suis professionnel en triathlon depuis 2016 et à plein temps on va dire depuis juillet 2021. Ok, donc on va essayer de comprendre pourquoi toutes ces étapes, pourquoi tu dis à plein temps et pourquoi avant tu étais quand même pro sans être à plein temps. Donc ça va être super intéressant. Et du coup, pour lancer mon échange, j'ai souvent une question, même si aujourd'hui je connais un peu la réalité sur cette journée, mais est-ce que pour nos auditeurs, pour les mettre dans le bain, pour savoir qui est Arnaud Guillou, est-ce que tu peux leur expliquer une journée type de ton quotidien ? Donc peut-être une journée comme aujourd'hui où tu es en stage, tu es en training camp, et une journée comme tu as l'habitude de faire et qui est un peu plus ton quotidien. Ouais, par exemple là actuellement on est en stage à Monaco, donc on est entre plusieurs athlètes français. La journée elle a commencé par une belle sortie vélo. On est parti à 8h30. Il y a le décalage horaire. Non, il y a toujours un peu de retard avec les athlètes, le temps que tout le monde se mette en route. Mais on est parti, on a fait 4 heures de vélo. Donc voilà, on a pu profiter du beau paysage monégasque et italien, monter des cols magiques comme le Poggio et la Turbie, tout ça autour de Monaco. C'est vraiment, vraiment, vraiment top. Et ensuite, un peu une journée consacrée aux médias. Donc, on a fait une conférence qui était très, très intéressante. Et ensuite, aujourd'hui, là, le podcast. Et puis, suivant le timing, derrière, il y aura un petit footing. Okay. Et puis, après, il sera temps d'aller au lit. Et après, ça change un peu des journées type, on va dire, que j'ai l'habitude d'être chez moi. C'est vrai que pour le mois de mars, je ne vais pas passer beaucoup de jours à la maison. J'ai enchaîné... le week-end avec le club de triathlon, les Sables d'Olonne, avec un training camp avec un de mes sponsors à Annecy. Et puis là, le training camp à Monaco. Et puis après, enfin, je vais rentrer à la maison, dormir dans mon propre lit. Ça va faire du bien. Mais voilà, une journée type, je nage très rarement le matin. Okay. Je suis plutôt natation du soir. En fait, je nage dans des créneaux publics, dans la piscine vers chez moi. Et souvent, je commence ma journée par la course à pied si c'est une grosse séance. Et sinon, je commence par le vélo. Okay. Je préfère commencer toujours par la séance la plus dure. Comme ça, il y a plus de fraîcheur et tout ça. Après, sauf contre-indication, si le coach préfère que je commence par le vélo, je commence par le vélo et j'enchaîne à pied. Donc pour respecter l'ordre du sport, du triathlon. Mais voilà, après, pour résumer, en gros, une semaine type, on va dire, si on moyennise sur toute l'année... on va dire entre 22 et 25 heures d'entraînement semaine. Okay. Donc voilà, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais pour certains, ça peut paraître peu. Ouais. Enfin, il faut relativiser. C'est vrai que c'est sur, on va dire, une moyenne annuelle. Pour ma part, je coupe 1 mois sans sport tous les ans. Donc Okay. Ça peut faire peur aussi à beaucoup de personnes, notamment les groupes d'âge qui me posent souvent cette question-là. Oui, comment se passe ta coupure ? Moi, je dis, je fais 1 mois sans rien. Oh, mais ça doit être dur de reprendre. Ouais, c'est très dur de reprendre, mais ça fait énormément de bien. Ça permet de faire plein de choses à côté. Et puis, j'ai souvent des coupures aussi post-gros objectifs, comme ça a été le cas là en Afrique du Sud. J'ai fait une semaine complète de coupures et puis derrière la remise en route pour les prochains objectifs. Ouais, on voit que c'est vraiment chargé et ça va nous permettre, ça m'a bien intrigué aussi ce mois de coupure. Donc, du coup, si c'est une question que tu as souvent, ça va être l'occasion de répondre aussi derrière le micro. Donc, on viendra un peu plus sur la fin. Là, j'aimerais bien revenir sur Arnaud
plus petit, qui étais-tu? Est-ce que tu étais sportif? Est-ce que le monde du triathlon, en fait, il t'a toujours inspiré? Tu as fait différents sports? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, là, on est face à face et qu'aujourd'hui, tu es triathlète professionnel? Alors le sport, c'est vrai que je l'ai commencé assez tôt. J'ai nagé depuis le CP. J'ai commencé très très tôt, sans penser à la compétition, hein. C'est comme tout bon parent, il inscrit son enfant dans un sport et j'ai choisi ou mes parents, je sais plus trop, hein. J'ai choisi la natation. C'est vrai que l'aspect sécurité est vraiment très important aussi. Aujourd'hui, quand on voit les noyades à la piscine ou dans les plages, c'est vraiment quelque chose. Faut faire attention et ça a été le premier réflexe que j'ai eu aussi avec mes enfants, c'est de les inscrire à la natation pour cette sécurité-là. Et je pense que j'ai pris goût à ce sport. Et puis en CM2, j'avais des bons résultats. J'avais eu une proposition pour venir en sport-études, mais c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas forcément. Okay. J'étais dans une école qui était à 500 mètres de ma maison, donc j'ai suivi l'école dans laquelle j'étais en 6e. Puis après, j'ai été approché par le club de Brest où j'habite. Et je suis rentré en sport-études en 5e, 4e. Et puis c'est la vie que je m'étais fait des sports-études. C'est vrai que j'étais, on va dire, le plus jeune, le plus jeune. Je suis de fin d'année, mais j'étais le plus petit et le plus gringalet, on va dire, alors que dans ma classe, c'était des armoires à glace. Donc, j'avais pas beaucoup d'affinité avec les nageurs de ma classe. Et j'étais dans une classe de sport-études avec les natations et gymnastiques. Donc, j'étais plutôt souvent avec les gymnastes. Et l'ambiance commençait à être pesante. On préparait, je me souviens, les championnats de France ou les interrégionaux, je sais plus. Et puis, au bout d'un moment, la tête a décidé de débrancher. Je me suis dit, non, j'arrête sport-études. Je reste dans cette classe-là, parce que j'avais des amis dans cette classe, et puis j'avais pas l'envie de changer d'école et tout ça. J'étais bien dans cette école. Et là, c'est à quel âge, là? 4e, en cours de 4e, juste avant T'avais commencé en 5e, 5e sport-études, 4e, et puis j'ai arrêté, on va dire en février, juste avant de rentrer en 3e, quoi. Donc je suis resté dans cette école-là, ça se passait très bien. J'ai fait de l'athlétisme à la suite, sans aucun objectif de performance en fait. Fallait que je continue à faire du sport du coup l'athlétisme a été un bon sport. J'y allais pour rigoler. C'est vrai que je me prenais pas trop au sérieux. J'avais plus du tout envie de parler de sport performance parce que les bassins c'est quand même quelque chose d'assez chronophage. On n'a pas moyen de parler avec les gens quand on s'entraîne. On a la tête dans l'eau, on compte les carreaux et quand on nage. De mémoire, je pense que c'était 10-15 bornes par jour. Alors qu'aujourd'hui, je nage 16 bornes à la semaine déjà, c'est bien, je suis content. C'est ce que je faisais en un jour avant. Mais voilà, je pense que j'étais trop jeune pour pratiquer ce sport-là où j'avais pas d'accroche en fait. Et puis du coup, l'athlétisme a été un bon sport pour rencontrer d'autres personnes, me faire un grand groupe d'amis. Et c'est vrai que j'ai pas mal profité de mes années d'athlétisme. C'est là que j'ai rencontré ma femme d'ailleurs aussi. Okay. Et puis l'envie est revenue de nager un petit peu en 2006. Ouais, j'ai nagé en 2006-2007. J'ai fait les championnats de France National 3. Donc j'avais eu des titres en 50, 100, 200 en brasse. J'étais brasseur. Et je crois que j'avais fait du 4 nage aussi. Mais je n'avais pas été titré. Je ne sais plus exactement. C'est des choses que j'ai un peu oubliées au jour d'aujourd'hui. Ça commence à faire loin. Et puis, les études sont arrivées. Je suis parti sur Morlaix, une ville à côté de Brest, mais il n'y avait pas forcément de club de natation. Donc, j'ai continué mes études sans faire de sport. Je n'ai pas fait de sport pendant 2 ans. J'avais mon colocataire qui était cycliste. Je dis, putain, c'est pas mal ton sport et tout. Je m'achète un vélo. Je commence à m'entraîner avec eux. Et puis, de fil en aiguille, j'ai retrouvé goût à la performance, en fait. Je pense que je ne suis pas matérialiste, mais le fait d'acheter un vélo, ça a un certain coût. Ouais. Et tu as comme envie de le rentabiliser. Donc tu dis, je vais m'entraîner correctement, tu commences à prendre goût, tu t'entraînes avec les copains qui avaient un petit niveau, tu commences à prendre un entraîneur, ton niveau augmente, tu achètes un plus beau vélo, ton niveau augmente encore, et puis tu prends plaisir sur les courses. Et puis le niveau m'a permis d'arriver au niveau élite. Ouais. Donc ça, c'était en 2012. Donc j'étais en élite au club d'Edmond Cyclisme. Et puis une blessure arrive en début d'année, j'arrête le sport, je me fais une déchirure ischio, psoas et quadriceps. Okay. Donc là, ouais, il y a un long temps sans sport, on va dire c'était 4 mois, je crois, sans sport. Et puis il y a un ami qui me propose de faire un triathlon. Je dis, bon, j'ai pas nagé depuis belle lurette. Je dis, je veux bien faire le triathlon, je vais faire le découverte. Et puis il me dit, non, c'est les championnats de Bretagne sur le S, je te mets sur le S. Je reçois la combinaison la veille de course. Je suis allé faire 2-3 footings et puis le niveau vélo, j'avais un peu perdu avec cause de la blessure.
Mais voilà, ça s'est plutôt bien passé. Je finis la course en 5e place au scratch et 4e breton. Et puis je vois à l'arrivée tout le monde. 4e breton. Ouais, c'était un sprint. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est assez important les championnats de Bretagne pour un breton. C'est clair que là-dessus. Ça se voit. Et derrière, je vois surtout l'ambiance en fait. Je venais du vélo où ça se tirait un peu dans les pattes à l'arrivée de la course parce qu'on n'a pas pris un relais, parce qu'on a sucé les roues, parce que t'as attaqué alors qu'il fallait pas. Bref, ça se prend toujours la tête sur les courses de vélo. Enfin, régulièrement, hein, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est souvent le cas. Et puis là, à l'arrivée du triathlon, je vois tout le monde au buffet en train de parler, d'échanger. Ils étaient tous heureux d'être là, tous ensemble. Je dis mais c'est super. Alors, j'avais déjà entendu parler du triathlon avant d'en arriver là. Et je me suis dit, vas-y, fonce Arnaud, teste le tri et tu verras comment ça marche. Donc, j'ai continué un peu à faire du vélo à côté. Et puis, première saison donc à Rennes Triathlon. J'ai fait que des sprints, et notamment les manches de Détroit avec mon club. Ok. Voilà, c'était assez sympa, les sprints. En fin d'année, je me dis, je testerais peut-être un M, parce que plus il y avait de vélo, mieux j'étais. Ouais. Donc, j'ai testé un M en fin de saison en me disant, voilà, si je suis cramé, au moins c'est l'hiver, je coupe et puis c'est pas trop grave. Bon, c'est bien passé, hein. J'avais fait le M de Quiberon, je crois, de mémoire. Après les manches de D1, il y a une course open le lendemain. Ouais. Et ça s'était bien passé. Et puis du coup, je me suis dit, l'année prochaine, je fais une saison de M et puis je clôturerai la saison avec un long, un L. Et donc j'avais fait une bonne saison de M et de D3 encore avec l'équipe. On a réussi à monter en D2. J'avais fini notamment 3e sur une manche sur la finale de D2, de D3 pardon. Et sur le podium, je le partageais avec Toumi Degam et Cyril Viennot. Okay. Et là, je me souviens à l'époque de Cyril qui m'a dit petit jeune, il faut que tu viennes sur le longue distance parce on était partis ensemble en vélo. Tu vas faire mal. Et puis je lui dis je teste mon premier long dans quelques mois. Et puis c'était mon premier long, c'était le Emerald Tri Race. Donc là, il y avait le Multriman Coaching, le groupe qui venait en force, et c'était Christophe Basti qui gagne, et je fais 2. Et là, je me suis dit, le half, c'est vraiment ma distance. Et puis ainsi de suite l'année d'après. Donc ça, c'était en 2014 et 2015. Donc premier long de la saison, c'est les championnats de France. Ouais. Je finis 2e derrière Fred Bellobre. Et quelques mois après, de manière, on va dire, inattendue, j'avais jamais monté un col de ma vie. Je suis allé une semaine avant la course monter le Tourmalet et je remporte l'Alpe d'Huez. Donc j'étais le premier Français à gagner l'Alpe d'Huez. Ouais. Et en fait, ça a été l'élément déclencheur carrément qui m'a ouvert les yeux et qui m'a dit vas-y, tente l'aventure professionnelle. J'avais jamais fait un Ironman de ma vie. Je me suis dit je ferais de la carrière que je pourrais avec les capacités que j'ai. Je sais que j'avais mon travail, donc j'étais toujours au boulot. Et du coup, l'année 2016, donc c'est le début de ma carrière pro. Okay. Je me souviens toujours de ma première course, c'était à Aix-en-Provence. Donc c'était vraiment top. J'avais fait un hiver studieux, j'avais fini la saison hivernale par un semi-marathon. J'avais fait 1h10, donc j'étais content. Et j'arrive sur ce triathlon d'Aix-en-Provence, sur le 70.3. Et on part en natation, je pose mon vélo, et derrière Bertrand Billard, j'étais en 2e place. Et puis j'arrive dans le parc, on m'avait volé mon sac à chaussures. Et là, quand on est 2e et qu'on est en train de faire le tour du parc pour essayer de trouver ses chaussures et qu'on les trouve pas, on est bien blasé, sachant que c'était à ce moment-là un bon pic de forme, parce que j'avais bien couru quelques semaines avant le semi-marathon. Mais bon, voilà, j'attends dans le parc, plusieurs athlètes passent devant moi, on me balance une paire de chaussures dans le public de quelqu'un que je connaissais qui était 2 pointures au-dessus des miennes. Les arbitres m'autorisent à repartir parce que normalement l'aide extérieure est interdite, mais j'avais bien déposé mes affaires dans le parc, c'était pas de mon ressort. Donc je vais terminer, je crois, 9e ou 7e, je ne sais plus exactement. Voilà, un début en pro compliqué, mais au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est des aléas, voilà, c'est triste, mais bon. Voilà, après ma carrière, on va dire, professionnelle était lancée, mais je travaillais toujours à côté. J'ai un travail en bureau d'études en conception mécanique et dans l'aérospatiale. Et voilà, je faisais les deux. Les résultats ont continué à évoluer au fur et à mesure du temps. Bon, c'était pas on va dire des résultats majeurs, mais j'avais quand même quelques belles places. Et puis au bout d'un moment, les sponsors étant là, les contrats évoluant, j'arrivais à un point où je pouvais en vivre, mais on était toujours incertain. J'ai gagné l'Ironman du Pays de Galles en 2019. Ouais.
Donc là, je me suis dit, bon, Arnaud, tu as gagné un Ironman en bossant. Maintenant, je me souviens encore aujourd'hui de Cyril et de Romain Guillaume lors de mes premiers stages que je partageais avec eux. Alors, j'avais posé des congés pour aller en stage et tout ça, qui me dit, Arnaud, arrête de travailler, tu imagines même pas le niveau que tu as. Alors, comme je leur disais toujours, je suis un champion du monde de l'entraînement, mais en course, il reste tout à prouver. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, après le Covid, donc en 2019, je gagne le Pays de Galles. Ouais. Donc direct, je préviens ma hiérarchie en leur disant, bon, en octobre 2020, je suis qualifié pour Hawaï. Donc en juillet, j'aimerais arrêter de travailler pour une période de 3-4 mois pour préparer cette course. Ok. Le confinement arrive, le Covid. J'annule tous ces dispositifs pour pouvoir continuer à travailler dans mon entreprise à plein temps. Et quand la vie un peu plus normale est revenue, j'ai repris le boulot à 60%. Ok. Donc voilà, je travaillais pas le mardi, mercredi. Donc comme ça, je pouvais m'entraîner. Voilà, c'était agréable vraiment de pouvoir réduire son temps de travail. Et au niveau de la récupération, tout ça, j'en faisais pas plus à l'entraînement. En fait, c'est juste une question de récupération. En fait. Ouais, et puis de gestion et de charge mentale, je pense, au quotidien. Ouais, voilà, c'est ça. Assez forte, quoi. Ouais, voilà. Et puis derrière, voilà, après, quand les courses ont repris vraiment de manière normale, sans Covid, sans restrictions et tout ça, je me suis dit, bon, voilà, financièrement, ça passait. Et je me suis dit, allez, feu, on passe à plein temps dans le triathlon. Et puis aujourd'hui, je le regrette pas parce que je vis des aventures extraordinaires, je fais des voyages extraordinaires. J'ai pu partager l'année dernière avec les meilleurs mondiaux de championnats du monde, donc à Saint-Georges et à Hawaï. Et, bon, les résultats n'étaient pas là, mais je vis quand même, je pense, une aventure extraordinaire. Et voilà, j'espère qu'elle va continuer. Ouais, c'est super enrichissant. Et puis, je trouve que, tu vois, c'est un peu le retour que j'ai souvent des auditeurs du podcast. C'est trop bien de connaître vraiment le cœur des triathlètes professionnels, parce qu'on a l'impression qu'ils sont intouchables et que ce qu'ils ont créé, c'est trop dur à créer. Et en fait, là, tu viens de nous montrer que finalement, ça s'est fait petit à petit. Et ok, ça t'a pris 3 ans. Donc là, quand on regarde maintenant, oui, t'es en stage, tu vis que de ça. Et du coup, les gens, ils se disent, ok, il fait ça maintenant. Mais finalement, en fait, t'as mis 3 ans et la passation, elle a été super longue pour arriver jusqu'au haut niveau. Mais quelque chose qui m'interroge en te voyant aussi là pendant ces 2 jours partagés. Et ce que tu me dis là depuis tout à l'heure, c'est que je me dis, ok, tu as quelque chose de fort, comme tu dis, tu es fort à l'entraînement, tu as découvert cet univers-là, mais malgré tout, c'est pas tout le monde qui arrive à ce niveau-là. Et je me demande, qu'est-ce qui t'a emmené là-dessus ? Il y en a, tu vois, typiquement, ils veulent être premiers sur toutes les courses et tout, mais toi, j'ai l'impression, ce qui t'a lancé, c'est d'être avec les copains, de pouvoir t'amuser, de pouvoir partager ça. Est-ce que c'est vrai ce que je ressens, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre qui t'anime au fond de toi, qui t'a emmené justement au haut niveau ? Ouais, souvent, c'est ce que je dis. Moi, ce qui m'anime dans ce sport, c'est le partage, en fait. Ok. Que ça soit des connaissances, des entraînements, des moments de rire. C'est un ensemble, en fait. C'est vrai que le sport, aujourd'hui, j'en vis. Mais à la base, c'est un loisir. C'est une passion qu'on a tous, que ce soit pro ou amateur. Tous les professionnels sont passés par le milieu amateur. En fait, on a commencé notre sport dans notre région, après nationalement, après européennement pour les Européens, et puis après mondialement quand les résultats sont là. Aujourd'hui, l'Ironman permet de faire des courses. Ironman, je parle de la distance, pas du label, mais les courses internationales comme ça permettent d'avoir toutes les nationalités au départ et puis de se jauger face aux meilleurs sur chaque course. Et quand on voit des athlètes amateurs émerger première de leur catégorie avec des résultats semblables à des pros, moi je leur encourage à croire en leurs rêves, en fait. Et si la mentalité est là, si on est bien entouré, je pense que ça peut matcher direct. Après, c'est sûr, il y a toujours cet aspect financier qui est compliqué. Ouais. Et ce que je pense aujourd'hui, c'est la fidélité qui m'a apporté plein de choses. J'ai des partenaires qui sont là depuis 2016. Ouais. Et ils m'ont fait confiance dès le début. Et aujourd'hui, grâce à eux, je vis cette histoire. Et j'en suis très reconnaissant. Et ils le sont aussi. Et c'est grâce à ça que je peux être à 100% au jour d'aujourd'hui dans ce sport. Et je pense qu'aussi, on parle souvent d'image du sportif. C'est sans aucune prétention. Mais souvent, c'est vrai que quand on voit nos images lors des stages, on rigole énormément. Et les gens, je pense, ont
plus cette impression qu'on soit accessible. Et justement, c'est le cas, on est comme tout le monde en fait. Ouais. Et le triathlon en particulier, on a cette chance, c'est qu'au départ, il y a pro comme amateur. C'est comme si on demandait à un petit jeune aujourd'hui qui fait du foot, est-ce que tu vas jouer au foot avec Neymar ou C'est ça. des grandes stars françaises ou enfin, internationales? Bah non, ils peuvent pas le faire. Donc c'est ce qui rend ces gens inaccessibles en fait. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, le triathlon, bah, on est tous sur la même ligne de départ. On va tous vivre une galère toute la journée. On s'est tous entraînés dur pour ça, avec nos contraintes, notre budget et tout ça. Et c'est ça qui est bien, de pouvoir discuter avec tout le monde et faire un débrief après course autour d'un buffet d'une ligne d'arrivée, quoi. C'est ça qui est top, quoi. Mais justement, quand tu étais. Parce que c'est quand même une période qui est très compliquée, je pense, d'être athlète professionnel et en même temps de travailler. Mais tu le dis très bien, hein, aujourd'hui, la barrière, on va pas se cacher, elle est financière. Et ça, c'est sur plein de sujets aussi. Quand il y a des choses qui nous animent, on a envie de se lancer, il y a toujours une barrière financière qui est présente. Et vraiment, dans le triathlon, c'est le cas. Toi, comment tu as fait quand même, malgré tout, parce que tu as réussi pour mettre en avant donc, ton côté professionnel, donc garder ton taf, et en même temps t'entraîner. Est-ce que tu as décidé de staffer tout autour de toi, donc avoir un coach sportif, avoir une structure et tout, ou justement tu t'es dit non, moi je veux pas de pression, je vais m'entraîner comme je veux, quand je peux? Comment tu as géré cette partie-là, vraiment équilibre entre les deux, quoi? Moi, au début, on fait avec les moyens qu'on a. Encore une fois, c'est vrai que c'est l'aspect financier. J'ai moi-même mon téléphone et puis une femme et des enfants et une famille qui me soutiennent. Et j'avais pas de staff, j'ai toujours pas de staff. En fait, les seules personnes qui potentiellement pourraient être intéressantes pour moi, c'est pour gérer les réseaux sociaux parce que ça prend énormément de temps en fait. Ouais. Mais non, j'avais un entraîneur qui était un entraîneur local qui était à côté de chez moi, Pascal, qui m'a suivi depuis 12 ans jusqu'à Saint-Georges l'année dernière. Donc je me suis entraîné en vélo avec lui, en course à pied, en triathlon après, par la suite. Et c'est quelqu'un qui me connaissait par cœur. Et au bout de 12 ans, on s'en rend pas compte, mais il y a une routine qui s'installe. Et il a fallu changer. J'ai eu des discussions avec Léon Chevalier qui m'a dit, allez Arnaud, il connaissait mes capacités, il connaissait mes méthodes d'entraînement. Il m'a dit, je pense que Rob Chitam te correspond. Fonce. Et ben voilà, c'est ce qui s'est passé après la déception de Saint-Georges. Je me suis dit, vas-y, il faut que je change mes habitudes. Donc la première personne que j'ai eue dans mon staff, c'est mon nouveau entraîneur que j'ai depuis l'année dernière. Et puis après, les copains sont toujours là. Et la famille est toujours là et me soutient à fond aussi. Ça, c'est très important, le milieu familial, parce que si derrière, c'est des contraintes qui ne sont pas acceptées par la famille, les enfants, voilà, aujourd'hui, ça peut être compliqué. Voilà, on relativise, c'est qu'aujourd'hui, on a pu passer un mois à Hawaï magnifique. On peut voyager, pas tout le temps avec les enfants, parce qu'ils ont l'école aussi. Faut pas louper l'école, mais voilà, aujourd'hui, ça permet de vivre des trucs qui sont énormes. Et quand je vois mes enfants heureux sur des voyages comme ça, c'est vraiment génial. Et voilà, après, c'est sûr que le staff, d'avoir un mec pour la vidéo, la photo, les réseaux. Après, j'ai un masseur, j'ai un kiné. Ça, c'est des gens, voilà, c'est que j'ai aussi depuis le début. Mais j'ai pas vraiment un staff vraiment pour moi dédié à ma performance. Bon. Ouais, pour t'enlever une charge mentale et avancer dans le bon sens, quoi. Ouais, c'est sûr, parce qu'après, derrière, c'est pareil avec les sponsors. En fait, je pense que si on se met une pression au niveau de la réussite, derrière, c'est un cercle vicieux. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des sponsors qui regardent beaucoup le résultat, c'est sûr, mais ils regardent aussi le passif avec la relation qu'il y a eu avec l'athlète et la marque. Et c'est ce qui est bien aujourd'hui, c'est que voilà, j'ai une relation qui a été créée en 2016 et franchement, je pense que 50% ou voire un peu plus de mes sponsors, c'est des gens qui me suivent depuis le début. Ouais. Et ça, ça fait partie de la famille en fait. Ouais, c'est comme je disais avec les autres épisodes que j'ai pu tourner avec Léon ou Arthur, malgré tout, c'est toujours les rencontres qui font que tu en es là aujourd'hui. Et il y a certaines rencontres qui ont vraiment un impact. Et justement, je me demande, la rencontre avec ton nouvel entraîneur, est-ce que ça a un impact sur toi et surtout comment tu vis cette transition-là de méthode d'entraînement? Parce que je sais que parfois ça peut être vraiment un gros choc pour l'athlète. Est-ce que toi ça s'est fait de façon douce? Est-ce que tu comprends tout ce que tu fais à l'entraînement? Comment ça se passe pour toi? Moi, j'avais donc Pascal et mon ancien entraîneur était très très dur. Je m'entraînais très dur, peut-être un peu trop. Hein, on le sait pas en fait. Hein, c'est après coup. Et quand j'ai commencé à travailler avec Rob, ce qui s'est passé, c'est qu'il a analysé mes 2 dernières années d'entraînement. Donc il a analysé, je pense qu'il a regardé les grandes lignes. Et il a remarqué que j'avais une capacité à me faire très mal
Et derrière, par contre, il me fallait beaucoup de récup. Et en gros, enfin, c'est surtout sur la fin, avant, parce que mon entraîneur était pas dans la capacité à m'entraîner correctement. Il avait des problèmes familiaux et qui me regardait pas, en fait. Donc, Ouais. je me sentais pas de lui demander de m'entraîner. Voilà, c'est compliqué. Il a une vie et ça, je la respectais. Donc, je m'entraînais tout seul. Et comme je le disais tout à l'heure, souvent, quand on s'entraîne seul, on utilise la méthode de son coach, mais on la met à notre sauce. Quand on est en forme, on en rajoute. On fait des semaines à 42 heures en stage, on se crame. Et on revient de stage, on fait rien, on fait 8 heures de sport parce qu'il faut récupérer. Et puis après, on essaye de retrouver une routine de manière classique. Et voilà, c'est ce qui est compliqué à gérer quand on s'entraîne seul, en fait. Et quand Rob a commencé à me prendre sous son aile, c'est vrai qu'il m'a dit tu vas peut-être trouver ça facile, mais ça va être plus régulier sur l'année, en fait. Et effectivement, bon, c'est pas si facile que ça. Quand on voit certaines séances sur le papier, on se dit wow, si celle-là elle passe, ça va faire du bien. Et souvent, ça passe. T'es fatigué, mais le lendemain, quand tu revois la séance d'après, tu dis wow, ça. L'enchaînement de tout peut faire très peur sur le papier, mais c'est tellement bien géré que en fait, ça passe super bien. Et pour ma part, cet hiver, j'ai vécu mon premier hiver d'entraînement avec Rob et ça s'est super bien passé. J'avais jamais eu cette confiance, enfin c'est pas une confiance en soi, c'était une satisfaction de sortir de mon hiver comme j'ai pu le faire en n'ayant pas eu d'échec dans mes entraînements, en fait. J'avais réussi l'ensemble des séances, j'avais fait un super stage d'entraînement avec Léon aux Canaries, et voilà, il restait plus qu'à concrétiser tout ça sur la course en Afrique du Sud. Bon, je finis 7e, un peu déçu, mais bon, voilà, j'ai commis des erreurs on va dire de gestion de course. Ouais. Et voilà, aujourd'hui, j'ai analysé cet échec, on va dire. Enfin, au jour d'aujourd'hui, je peux pas parler d'un échec parce que faire 7e sur une course internationale de ce niveau-là, ce serait prétentieux. Mais aujourd'hui, je suis content de cette 7e place. C'est sûr, c'était pas l'objectif que je m'étais fixé. Mais voilà, je ferai mieux sur la prochaine course, je l'espère. Et voilà, on passe des bons moments qui permettent de récupérer après justement cette course. Et puis, il va falloir retourner au charbon, comme on dit, quoi. Ouais, c'est sûr, mais du coup, tu vis beaucoup moins les hauts et les bas. Mais tu vois, moi, je parle personnellement. Souvent, tu as le sentiment que, comme tu disais, si tu fais plus, tu vas être meilleur et du coup, tu te mets plus dans le dur. Mais est-ce que toi, tout de suite, quand tu as eu la nouvelle méthode de coaching, tu t'es tout de suite senti bien et senti à l'aise et confortable ou justement tu avais une petite partie doute? Parce que je trouve qu'il faut vraiment une confiance ultime. Après, peut-être que tu t'en rends compte parce que ça a fait ses preuves avec Léon et c'est ça, on va dire, ta preuve. Comment toi, tu as réagi face à ça, quoi? Je connaissais le passif de Rob avec Léon, avec Suzy, sa femme, et puis la discussion qu'on a eue ensemble aussi. Hein, il m'a mis en confiance, il m'a fait on va dire un test, en fait. Il m'a proposé quelques semaines d'entraînement pour voir si ça me convenait. Et puis, je retrouvais quand même une grande partie de la méthode de mon ancien coach, avec une rigueur différente. Mais voilà, je sentais que ça pouvait passer. Et voilà, après, Rob est quelqu'un qui met extrêmement en confiance. Il est pragmatique, en fait. Il sait à quel niveau se situe son athlète. Et il n'est pas là pour te vendre des fleurs, en fait. Il ne va pas te dire je vais te faire gagner un Ironman comme ça. Il sait qu'il y a du travail à faire sur tel et tel sport, telle et telle gestion de la course et tout ça. Donc, il m'a mis en confiance très rapidement. Les entraînements étaient durs à pied, un peu moins à vélo par rapport à ce que je faisais avant. Ouais. Mais l'ensemble était beaucoup plus bénéfique que mon ancien entraîneur. Mais après, je ne sais pas si c'est vraiment l'ancien entraînement qui était moins bon, mais c'était surtout, je pense, que je changeais ma routine. Ouais. Et j'ai eu cette discussion-là avec Léon, c'est que quand j'ai commencé avec Rob, quand on me dit 350 watts, c'est pas 351 ou 349, je faisais tout mon possible pour arriver vraiment à 350, ou pareil, en course à pied, s'il fallait courir à 4 au kill, c'était pas 4,1 ou 3,59, j'essayais de faire du 4 au kill, j'avais une rigueur comme un enfant à l'école, et je pense que quand on réussit les entraînements et qu'on a la confiance de son entraîneur, voilà, ça match, quoi. Et puis souvent on entend parler des gens qui disent l'entraînement c'est 90% de confiance en son coach et puis 10% d'application de l'exercice. Ouais. Voilà, peut-être que c'est ça, hein, mais
On verra ça. Bon, en tout cas, c'est cool. Merci pour ce partage sur ces points-là. Et il y a un aspect que tu disais tout à l'heure, qui d'ailleurs t'a amené au triathlon. Donc, j'ai quand même envie de fouiller. C'est l'aspect blessure sur la partie vélo. Et si je dis pas de bêtises aussi, tu es tombé en triathlon, tu t'es fait une clavicule. Ouais, je me suis fait 3 clavicules. 3 clavicules. Ok, ouais, bah là, on a de quoi parler. Justement, comment toi, parce qu'on sait très bien le caractère d'un sportif, on sait très bien ce qui nous anime au quotidien et de rester soit alité, soit ne pas faire notre sport, ça nous met dans un état un peu complexe. Comment toi t'as fait face à ça? Est-ce qu'aujourd'hui t'en tires comme une force ou ça a vraiment été des périodes très difficiles à passer? Alors ça a été des périodes très difficiles à passer. Alors la première clavicule c'était en course de vélo, donc c'était pas à l'époque où je faisais du triathlon. Mais la deuxième clavicule, ça a été compliqué parce que je me la suis cassée 2 fois dans la même année. Ah oui. Et j'avais une qualification en poche pour les championnats du monde 73 en Afrique du Sud. Donc j'ai fait une croix sur... C'était en 2017. J'ai fait une croix sur de beaux objectifs. Mais voilà, après, je suis tombé à Bolton, sur l'Ironman de Bolton, alors que j'étais en tête de la course. À l'époque, c'était Joe Skipper qui était deuxième. J'avais pas mal de minutes d'avance, mais voilà, c'était une erreur de parcours et j'ai dû m'arrêter pour éviter de prendre une bagnole de face. Donc je me suis arrêté, j'ai freiné, je me suis arrêté juste à temps, mais bon, je suis tombé sur l'épaule et Ok. voilà, fracture de clavicule. Et puis j'ai fait le choix de me faire opérer, chose que je n'avais pas fait quand j'étais tombé la première fois en cyclisme. Du coup, la rééducation s'est passée très vite. Je me suis fait opérer. 10 jours après, j'étais en vacances en Corse, en train de rouler. Bon, c'est pas préconisé, en faites pas ça. Ne suivez pas mes conseils. Et le pire de tout ça, c'est que je suis allé rouler avec Alain Prost. Et puis il y avait des personnes du milieu médical, Ok. notamment la personne qui a formé le chirurgien qui m'a opéré pour ma clavicule. Je t'avais dit de rien faire, j'imagine. Qui m'avait dit bien sûr de rien faire parce que si je tombais sur la clavicule, ça pouvait être très dangereux. Mais bon, je m'étais dit, je peux toujours faire les championnats du monde en fin d'année, enfin c'était en septembre, donc je vais m'entraîner tout le mois d'août. Et donc ça s'est super bien passé, hein. J'ai couru, il m'a dit par contre ne tombe pas sur ta clavicule à l'entraînement et j'appellerai le chirurgien pour lui dire que j'ai roulé avec toi. Je dis bon, je me ferais peut-être tirer les oreilles, mais bon voilà. Donc du coup l'été s'était super bien passé. En août j'ai pu reprendre un bon niveau et avant d'aller au championnat du monde en Afrique du Sud, j'ai fait une course de préparation vers chez moi, l'Emerald Tri Race, le premier longue distance que j'ai réalisé. Et donc j'étais en tête de la course sur le vélo et au moment de descendre de mon vélo, j'avais oublié que j'avais une gourde derrière la selle. Et mon pied, pour descendre du vélo, c'était un faux plat descendant, j'arrivais à 50 à l'heure. Et mon pied a tapé la gourde derrière la selle, donc du coup j'ai fait un beau vol plané avec trauma crânien. Ah ouais. Ouais, je me souviens pas de la chute, je me souviens juste de la personne qui vient me voir et qui me demande le nom du président, et j'avais donné Jacques Chirac, je crois, alors que c'est pas du dans tout une ça. autre dimension. Ah ouais, non, mais et puis après, ce qui m'a vraiment marqué, c'est quand on m'a demandé le prénom de mes enfants et que j'étais incapable de donner les noms. Ça, tu t'en rappelles? Ça, je m'en rappelle, ouais. Et là, ça, c'est revenu plus tard. Et je me souviens aussi dans la voiture, en allant à l'hôpital, c'était un gros 4x4. J'ai dû répéter au moins une centaine de fois. C'est une grosse voiture, elle doit avoir pas mal de chevaux, cette voiture. Et voilà, aujourd'hui, on en rigole. Mais voilà, par contre, là, cette clavicule-là étant la clavicule opérée avec une plaque, Ouais. la clavicule avait cassé à côté de la plaque, normal. Ça casse jamais sur la plaque. Et là, du coup, j'avais fait une croix fin de saison. Et puis voilà, il fallait faire avec. Et puis c'est moi qui ai joué un peu au con, hein. Ouais. Faut faire gaffe. Les clavicules, quand ça casse et qu'il y a une plaque, déjà, faut l'enlever dès qu'on peut. Moi, j'ai attendu 2 ans et demi pour l'enlever. Mais du coup, j'ai attendu on va dire, le moment le plus opportun, on va dire, dans la carrière pour l'enlever. Je l'ai enlevé en plein hiver. Et puis, ça m'a permis de reprendre. C'était en 2019. Oui, c'est ça. Et puis après, derrière, reprendre l'entraînement de manière normale. Mais il y a des choix à faire et c'est vrai que non, quand le médecin dit de faire très attention après une rupture de clavicule, faut pas faire le bête. Ah, c'est des étapes qui, je pense, sont quand même dures à vivre, mais qui peuvent forger aussi malgré tout. Mais c'est pas souhaitable et je pense que tu as quand même le sentiment de perdre du temps, quoi. Ouais, j'avais le sentiment de perdre du temps, mais comme je le dis à l'époque, je travaillais en fait. Ouais, donc voilà. c'est juste une pause dans un loisir. Je n'avais aucune Ouais. prétention de vivre à plein temps de ce sport-là. Et j'allais au boulot en fait. Donc ça me posait pas de problème. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est une chance de pouvoir en vivre de ce sport. Mais quoi qu'il arrive dans l'avenir de ma carrière dans ce sport,
je sais que j'ai la sécurité de retrouver l'emploi derrière. Et ça, Ouais. j'ai pas cette pression du résultat et financière. Après, on est tous là pour être le meilleur, mais c'est un point en moins psychologiquement, je pense, que j'ai moi intérieurement. Ok, bon, c'est super intéressant de voir tout ça. Là, on va basculer plus en tant qu'athlète et stratégie. C'est quelque chose que j'ai analysé et je me trompe peut-être. J'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que tu as une stratégie en course qui emmène la seconde du coup? Parce que je trouve que tu as souvent un vélo qui est offensif. Et je me dis, en fait, est-ce que tu regardes tes watts? Est-ce que tu réfléchis à tout ça? Ou en fait, tu sors de l'eau et vas-y, on rentre devant et on verra ce qui se passe, quoi. Bah, c'est vrai que j'ai peut-être un peu évolué là-dessus. Avant, j'avais tendance à faire mon propre effort. Et Ouais. des fois, de louper une dynamique de course, ça peut être pénalisant. Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé sur le circuit Ironman, je faisais plutôt ma course. Alors, je sortais toujours avec un petit gap en natation. Donc, j'aimais bien commencer de manière un peu plus costaud le vélo. Mais au jour d'aujourd'hui, s'il y a un petit trou à aller boucher, il vaut mieux le faire le plus rapidement possible. Mais encore une fois, le niveau, il a tellement augmenté que mon niveau de vélo, même s'il est bon, il y en a des encore meilleurs. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, la régularité dans les 3 sports, je pense, reste la clé de la réussite. Après, voilà, il y a tellement de faits de course maintenant qui font que ça devient compliqué de sortir le plus gros vélo et c'est Ouais. pas le but. Derrière, il faut pouvoir courir. Et je pense que là, en Afrique du Sud, j'ai fait le choix on a eu une natation raccourcie, donc on est sorti de l'eau assez frais, donc Ouais. c'est parti très 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 vite. Léon en a sûrement témoigné et c'est vrai que on est tous arrivés au demi-tour, on avait des allures supérieures à un Alpha Ironman. Donc Et ouais. on s'est dit que derrière, il y a un marathon, il reste 90 bornes, enfin même un peu plus, parce qu'on était au kilomètre 50, quelque chose comme ça. Moi, j'ai fait 1 heure à l'Ural. Donc Mentalement, tu te dis quoi à ce moment-là? mentalement, j'étais pas prêt à me faire aussi mal sur le vélo et je pensais qu'en roulant aussi fort, j'aurais pu être vraiment dans la dynamique, voilà, de la course. Et en fait, je me suis retrouvé dans un groupe où on était déjà piégé par l'avance que Léon avait et que Camworth avait aussi. Mais voilà, ils ont été très très forts. Et aujourd'hui, on se rend compte que le moindre petit défaut, le moindre grain de sable, on le paye cash. Moi, je sais que j'ai loupé ma transition. Je perds 30 secondes par rapport aux autres à la transition. Et derrière, c'est 50 minutes de galère. Et puis, sur ces 50 minutes de galère-là, on a loupé aussi une dynamique qui est repartie de l'avant. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, on ne peut pas délaisser l'entraînement en transition. C'est quelque chose que je me suis rendu compte et que je vais travailler. Et puis après, le fait de rouler, on va dire, de plus régulièrement, de manière linéaire, Ouais. Permettra de courir aussi un peu plus vite derrière. Parce que là, du coup, je plafonne souvent. Mon meilleur marathon, c'est 2,52, je crois, au Pays de Galles, sur un marathon vallonné. Mais sinon, là, je l'ai fait 2h58. Bon, c'est pas... Quand on voit aujourd'hui les chronos qu'on voit sur les leaders mondiaux, c'est quelque chose de stratosphérique. Et c'est pour ça que sortir devant et pouvoir faire un vélo économe et pas non plus taper dedans, Ouais, c'est vraiment les 3 sports. c'est vraiment les 3 l'équilibre, sports. Voilà, c'est ça. Après, j'ai du travail. Il faut que je travaille ça. Et voilà, on a des axes d'amélioration avec Rob à faire, à travailler. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. Non, c'est sûr. En plus, je trouve que dans ces 3 sports, il y en a un 4e qui est la nutrition. Et c'est très bien que je sois là parce que déjà, on est là face à face en train d'échanger sur ce podcast. Mais surtout, j'ai pu voir que la nutrition est un élément qui t'apportait du bonheur, un peu comme les amis sur les entraînements. Est-ce que toi, tu as un régime particulier où justement, en fait, tu te dis que tu crames tellement que tu fais ce que tu veux? Quel est ton rapport par rapport à ce sujet-là? Comme tu as pu le voir, on est des bons mangeurs. Ouais. Après, aujourd'hui, il y a différentes théories sur la gestion de l'énergie, enfin de la nutrition sur le sport, mais on est à des taux de glucides qui nécessitent d'habituer son corps à absorber ce taux de glucides. Donc on a le régime Haribo, quoi. C'est Le meilleur des régimes. voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est à la fois on prend du plaisir à manger ça pendant l'entraînement, Ouais. et puis à la fois le corps il est habitué derrière lorsqu'on est en course avec nos produits énergétiques. Le corps il se dit pas mais qu'est-ce qui me fait Arnaud là. Au final, on est habitué, et puis après comme tu le dis, on s'entraîne quand même pas mal d'heures avec des intensités et on crame quand même pas mal de calories. Alors Ouais. il faut faire gaffe, hein, mais
c'est vrai que je suis déjà allé en stage. On a des buffets à volonté le matin, enfin le petit-déj le matin, buffet le midi et buffet le soir. Il m'est déjà arrivé de revenir en stage avec quelques kilos en trop. Mais voilà, après, il faut savoir corriger le tir, faire attention un minimum. J'ai pas de régime particulier. En fait, je pense tu sais que où tu es stable et tu te sens bien ici. voilà. Après, c'est sûr que aujourd'hui, le rapport poids-puissance, on entend beaucoup parler de ça. Et c'est vrai que quand on est un peu plus lourd, on a tendance à se dire on est moins fort. Après, je pense qu'il faut faire un peu abstraction de ça. Il faut se sentir bien dans sa peau, trouver que l'entraînement, les watts ou les vitesses et les allures nous conviennent. Et puis voilà, après, c'est vrai que c'est un aspect qui est assez, on va dire, scientifique maintenant. Et il y a, comme on dit, on ne faut rien laisser au hasard. Mais voilà, pareil, encore une fois, c'est une question de moyens, d'avoir un nutritionniste à côté de soi tout le temps, pouvoir faire des tests sur la nutrition, tout ça. C'est vrai que c'est un budget. Alors, normalement, cette année, avec mon nouveau partenaire, je vais pouvoir mettre ça en place. J'aurai un accompagnement beaucoup plus pro, on va dire, là-dessus. Donc, c'est intéressant. Donc, voilà, j'espère que ça va m'aider pour la suite. Beaucoup de choses qui changent, du coup, cette année. Donc, ce que ça donne. Ouais, c'est ça. Puis, comme tu me dis, comme tu disais tout à l'heure, les opportunités tout au long d'une carrière. Aujourd'hui, je travaille avec une marque que j'ai achetée et que j'aurais jamais pensé pouvoir avoir un partenariat avec cette marque-là. Et aujourd'hui, cette marque va m'accompagner déjà pour les 3 prochaines années avec un nutritionniste, un suivi, de la nutrition sportive à mes données. Voilà, c'est des choses. Voilà, on arrive dans un milieu où on se dit, mais moi, je suis un triathlète lambda. J'ai fait ça par plaisir. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des marques qui bossent pour toi, en fait. Ouais. Et en fait, j'ai pas la prétention d'avoir des gens qui bossent pour moi. En fait, c'est ça qui est bizarre. En fait, même là, pendant ce stage, on a des gens qui nous prennent en photo toute la journée, alors que on se dit ils sont là pour nous, mais alors que on repense encore à nos moments où on s'entraîne dans notre piscine tout seul, à notre home trainer dans notre maison et où on court chez nous et où on avait besoin de personne. Et au jour d'aujourd'hui, on a, comme on le disait tout à l'heure, l'aspect médiatique qui est aussi important et on a ces gens qui sont là pour nous. Et ouais, et puis un réel sentiment de légitimité, et ça ressort sur tous les épisodes que je peux faire, qui doit se développer, quoi. Parce que vous avez cette transition qui vient du jour au lendemain, et malgré tout aussi le triathlon évolue, donc il y a de plus en plus d'impact, de plus en plus de médias, et comme tu le dis, c'est particulier d'être... Ouais, j'ai pas la prétention d'avoir des gens qui sont là pour moi, en fait. Ça fait bizarre, et puis on n'est pas je me considère pas du tout comme une star ou quoi que ce soit, et quand il y a ces gens-là qui sont là pour toi, ça fait bizarre. Et d'ailleurs, on le voit, les gens dans la rue, quand on fait des photos devant l'hôtel pour partir, les gens, ils passent, ils te regardent, ils se disent, c'est qui ? Non, on les connaît pas. Mais voilà, mais c'est le regard des gens qui est bizarre. Et puis, après, voilà, le résultat, c'est que les gens, ils vont juste voir une photo sur Instagram, Instagram ou les autres réseaux, pardon. Mais voilà, et au final, il y a 100 photos, et puis ils vont en venir une, mais c'est bizarre. J'ai pas la prétention d'avoir du monde pour moi, et au jour d'aujourd'hui, c'est le cas c'est le cas. angle, en fait. Voilà, c'est ça. Ok, bon, super intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Puis c'est un retour qui est quand même commun, tu verras sur les autres épisodes. C'est quelque chose qui ressort et qui doit se développer et qui, je pense, est nécessaire aussi à développer. Mais il y a un sujet du tout début du podcast avant qu'on passe sur la foire aux questions des auditeurs. Tu parlais de la coupure, et justement, c'est une question que tu as souvent, donc ça m'intrigue. Pourquoi mettre en place cette coupure d'une durée d'1 mois, et est-ce qu'on parle d'une réelle coupure, c'est-à-dire pas de sport pendant 1 mois, ou on parle de pas de planification, pas d'intensité? Qu'est-ce qu'on entend déjà par coupure, et ensuite pourquoi on l'a fait, quoi? J'ai toujours fonctionné comme ça, en fait. Même quand je faisais du vélo, je fais une coupure complète de 1 mois sans aucun sport, en fait. Vraiment aucun sport. Et c'est vrai que ça étonne beaucoup de personnes, notamment les groupes d'âge, les groupes d'âge et amateurs, même dans les autres sports, dans le cyclisme aussi. Mais j'en ai parlé avec Valentin Madouas, notamment, qui est cycliste pro à la FDJ, qui fait exactement comme moi, une coupure d'1 mois. Alors c'est peut-être parce qu'on a eu le même entraîneur à un moment donné et qu'on a trouvé que ça nous faisait du bien, mais effectivement, moi, ça me fait un bien fou, à la fois psychologiquement, mentalement. Ça me permet de faire plein de choses, de bricoler à la maison, de passer du temps avec mes enfants, avec ma femme, de partir voir la famille, faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire, en fait, le reste de l'année, ou très peu le temps de le faire. Et tu l'as calé quand, en termes de délai? Moi, cette année, je suis revenu de Hawaï. À la base, je voulais préparer l'Israël, mais en fait, je suis rentré d'Hawaï fatigué, donc je suis rentré quasiment novembre. Donc, j'ai coupé tout le mois de novembre.
En gros, pour donner un ordre d'idée, souvent je coupe, là avec Hawaï c'était différent, mais souvent je fais mi-octobre, mi-novembre. Ok. Je reprends souvent le long week-end de novembre qu'il y a au mi-novembre. Comme c'est un week-end long, ça permet de reprendre doucement. Voilà, en fait, j'étais calé surtout par rapport au travail avant. Ouais, Et c'est sûr. j'ai gardé cette routine en fait. Et physiquement, l'impact, il est présent. Est-ce que en fait, déjà, est-ce que tu sens vraiment que ton corps il a régressé? Et quel est le temps pour revenir justement à ton niveau? Le corps, oui, il a régressé, ça c'est Ouais. clair et net. Mais comme on dit, il faut savoir tomber bas pour bien remonter et pour toucher le plus haut possible. Mais ça fait énormément de bien mentalement, physiquement. Les muscles. Après, par contre, la reprise, elle fait super mal. Il y a Ouais. 15 jours qui sont très, très compliqués. Dès qu'on fait un petit footing, on a le cardio qui est super haut. En natation, on voit les chronos, on est désespéré. Et encore une fois, c'est ce que je parlais avec Léon, c'est que les chronos en natation, faut les oublier en fait. Ouais. Faut juste nager, passer ces 15 jours compliqués et derrière après reprendre un entraînement non structuré. C'est ce que j'ai appliqué cet hiver avec Rob. On a 15 jours où en gros il nous dit cette semaine tu fais 2 natations, 2 vélos, 2 courses à pied et tu Ok. fais ce que tu veux, il n'y a pas de structure. La semaine d'après c'est 3 natations, 3 vélos, 3 courses à pied. Voilà, il n'y a vraiment pas de structure. Donc ça fait un mois complet plus 2 semaines de non structuré. Et en fait, on gère comme on peut. Et puis, comme c'est une reprise, on a des petits volumes. Ouais. Et ça fait un bien fou, quoi. Ok. On ne sait jamais. Hein. Chacun se retrouve un peu comme la conférence qu'on avait avant. On voit qu'il y a énormément de lois. Ouais. Et après, c'est à chaque individu de tester. Mais c'est super intéressant d'avoir ce retour et de voir un peu l'impact. Ouais, faut tester. Je pense Ouais. que c'est le plus important. De toute façon, on est tous différents. Mais il faut juste être conscient que voilà, il y a un temps d'adaptation, mais par contre, on le voit bien, tu reviens très vite au niveau et ça, c'est pas un souci. Il faut juste l'accepter et passer ces 15 jours un peu compliqués, quoi. Ouais, en plus, commencer la saison en mars avec un Ironman, c'était une première pour moi. Et on va dire que c'était la course d'échauffement. Après, j'espère que la suite sera pas mal. Au top. Merci à toi. On va passer à la petite FAQ. La première, c'est une question de Marin. Hello Arnaud, la crêpe après une course, est-ce que c'est ça le secret de la vraie récupération? C'est vrai que j'ai la chance, souvent sur les courses nationales, d'avoir une petite crêpe avec du caramel à l'arrivée. Et c'est vrai que c'est marrant, mais c'est comme quoi on a cette image du breton qui est vraiment importante. Et c'est une image qui me tient à cœur, en fait. Et aujourd'hui, c'est peut-être ma marque de fabrique, on va dire, sans aucune prétention. Mais c'est vrai que quand je vais sur les courses nationales, souvent, voilà le breton Arnaud Guillou. Et c'est cool d'avoir cette image-là. Hein. C'est toujours une image, on va dire, positive. Et voilà, la crêpe au caramel beurre salé, c'est le secret de la réussite, surtout pour la récup. Ok, au top. Justement, ça fait la transition sur une question d'Alizé. Je l'ai regroupée aussi. C'est qu'elle demande en fait réellement comment tu récupères après un Ironman, un effort qui est long comme ça. Et est-ce que en fait ton corps il n'est pas déjà habitué à prendre une charge aussi forte et finalement par rapport à un amateur c'est plus léger? Comment tu gères cette partie-là? Écoute, c'est vrai que là, après l'Afrique du Sud, j'ai coupé une semaine. À la base, j'avais un footing de 30 minutes à faire le lundi après la course Ok. avec Léon. Et puis, en fait, on s'est dit, non, mais on va pas aller courir 30 minutes. Et en fait, dans les commentaires, c'était écrit, crois-moi, fais-le, parce que sinon, ça va être 15 jours de galère. On n'a pas été courir, ça a été 15 jours de galère, musculairement. Alors, j'ai coupé pendant une semaine. J'ai fait une semaine complètement off après l'Afrique du Sud, parce qu'on sortait d'un gros bloc hivernal, de la première course. Et pour pouvoir rebondir derrière, encore une fois, il fallait vraiment faire cette coupure. Et ensuite, derrière, la reprise de l'entraînement s'est faite de manière progressive. Et c'est vrai que ça a été la première semaine, donc c'était la semaine dernière. Ça a été très, 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 très dur. Musculairement, des courbatures partout. Mais en fait, le but de ce petit footing de 30 minutes, c'était juste d'éliminer les toxines parce qu'on avait eu des conditions climatiques qui étaient assez dantesques. Donc, on a eu de l'humidité. Et en fait, c'était juste évacuer les toxines, chose qu'on n'a pas faite. Donc, c'est 15 jours de galère. Mais après, encore une fois, on est tous différents. Et je pense que si le corps en a besoin, si on se sent fatigué, la meilleure chose, c'est de récupérer d'abord avant de reprendre des entraînements classiques. Ok. Merci à toi pour cette réponse. Et on va finir sur une question d'Elodie qui reparle du coup de ta victoire sur l'Alpe en 2015. Et elle se demande comment tu étais mentalement à ce moment-là, si tu as des souvenirs. J'en ai des très très bons souvenirs. J'ai été papa 3 mois avant la course, mon premier enfant, Noah, et j'ai encore ce petit moment dans ma tête où je soulève mon fils après avoir passé la ligne d'arrivée. C'était
déjà c'était inespéré de gagner. Ouais. Je suis arrivé là-bas juste pour faire un triathlon, pas un triathlon international. Je n'avais aucune prétention. J'avais jamais monté un col, comme je l'ai dit tout à l'heure, une semaine avant la course. Et puis, je connaissais cette course via Colin Arros, qui est vers chez moi, qui a participé un grand nombre de fois à cette course. Et je venais là pour faire un triathlon pendant les vacances d'été parce qu'on ne voulait pas aller à la mer parce qu'avec un petit en bas âge, la mer, il y a trop de monde. Et on s'est dit, on va tester la montagne l'été. Je n'avais jamais fait. Et voilà, c'est aujourd'hui des souvenirs de dingue. Et mentalement, j'étais complètement sans aucun objectif de performance, en fait. Et quand tu es devant, comme ça, tu te dis quoi? Est-ce que tu te sens légitime d'être là? Tu te dis, vas-y, appuie, ou j'appuie trop fort, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui passe dans ta tête là, Moi, à ce moment-là? je me souviens très bien de la course, comment elle s'est déroulée. Je suis parti en natation, j'étais derrière, j'avais du retard. Et je me souviens, j'avais fait le choix de prendre le vélo de chrono, la roue lenticulaire. Ouais. On m'avait pris un peu pour un fou. Et j'arrive au premier col à l'Alpe du Grand Serre, où j'arrive dans le groupe de tête directement, en fait. Et je me suis dit, mais là, je suis sur la tête de la course, il y a la voiture devant avec le chrono et tout. Tu te dis, waouh. Alors, je me souviens, Anthony Coste qui était là, James Kunama. Et donc, du coup, je ne connaissais pas du tout son nom. Pour moi, après, dans l'interview, à la ligne d'arrivée, je parle du mec en rouge. Le mec avait fait 5 à Hawaï. Donc, je me souviens encore de cette interview qui avait fait parler, qui avait fait rigoler pas mal de monde. Et puis, moi, la seule personne que j'avais en repère, c'était Anthony Coste, que je connaissais, que j'avais déjà vu sur des courses avant. Et voilà, j'arrive au sommet du premier col avec la groupe de tête. On bascule dans la descente. J'ai un peu de retard parce que je prends pas de risque et je suis pas un bon descendeur parce que j'ai pas de descente de col chez moi. Ouais. Et puis derrière, on monte le col d'Ornon, ça se passe bien. On descend Ornon, il y a Colin Arros qui me rattrape. On arrive au pied de l'Alpe d'Huez, on le monte ensemble. Il y avait un Belge avec nous. Et en fait, je pose le vélo en 3e place, je crois, de mémoire. Et là, je pars pour le semi, mais sans aucun objectif parce que j'étais fracassé. Et puis, du coup, je rattrape Colin qui était aussi fracassé que moi, qui avait posé loin devant moi le vélo. Et puis après, en fait, je me retrouve en tête de la course avec le vélo ouvreur. Et là, je me dis non, je ne vais pas aller gagner cette course-là. C'est exceptionnel. C'est ma première course internationale. Comme je dis, je ne connaissais pas du tout le niveau de James Kunama qui va faire 2e derrière moi. Et aujourd'hui, quand je regarde les interviews, j'en ai vu une avec mes enfants surtout, quand je vois l'interview d'arrivée, que je parle de James Kunama comme le mec en rouge et que je dis je crois qu'il est fort et tout ça, ça peut paraître prétentieux, mais c'est drôle quand on rigole. Et voilà, c'est des souvenirs mais qui resteront gravés à jamais, comme ma victoire au Pays de Galles, c'est des souvenirs qui resteront gravés à jamais. C'est des victoires, quand on s'y attend pas, en fait, c'est ce qui est de plus magique, en fait. Ouais, c'est vraiment trop cool d'avoir ce retour et surtout, je pense que tu vas avoir un vrai défi sur mes 2 dernières questions du podcast parce que là, tu viens de citer 2 souvenirs. Et ma dernière question, j'en ai 2. Et la première, c'est quel est ton plus beau souvenir en triathlon? Justement, souvent, on me la pose, cette question. Et souvent, c'est la même réponse. J'ai du mal à faire la part des choses entre l'Alpe d'Huez et le Pays de Galles. D'une part, parce que l'Alpe d'Huez, de pouvoir porter son enfant qui a 3 mois et de gagner comme ça, alors que c'est pas attendu, c'est quelque chose de magique. Mais faire son premier podium Ironman sur une course comme ça, avec une victoire. J'avais jamais fait de podium Ironman avant. Gagner une course comme ça, je crois que j'avais 9 minutes d'avance, c'était inespéré pour moi. Je me souviens encore des derniers kilomètres sur le marathon où je crampais. J'étais persuadé que si je m'arrêtais là, je finissais pas la course premier. Et de passer cette ligne d'arrivée et de faire ce champagne shower sur le podium, c'est vraiment des souvenirs magiques. C'est vrai que c'est très compliqué à choisir. On va garder les 2. Voilà, moi à chaque fois c'est ce que je dis, c'est mes 2 meilleurs souvenirs. Bon, les 2 sont beaux, merci à toi. Et puis la dernière question, c'est lors d'une séance d'entraînement difficile, peu importe laquelle, après tu peux nous l'expliquer, mais mentalement tu te dis quoi en fait pour la valider cette séance? Ça dépend le sport. Je parle souvent, quand je parle de difficultés, je parle souvent en vélo et en course à pied. C'est vrai que la natation, c'est dur, mais il y a tellement d'aspects techniques sur la natation qu'on pense à trop de choses pour penser à autre chose que la technique de nage. Et quand je pense à des entraînements durs à vélo ou des séances assez longues, je relativise, je me dis, est-ce que les autres sont capables de faire ça, en fait? Et je sais que j'ai une force sur le vélo, sans aucune prétention. Je sais que c'est mon point fort. Et je me dis que quand je suis dans une séance dure, est-ce que les autres arrivent à faire ça? Est-ce qu'ils font ce genre d'exo? Voilà, et je pense à ça et je me dis, si je pense que pour moi c'est le point fort,
ben, Vas-y. faut que je continue sur Je la cette. passe. Voilà, c'est ça. Faut que je continue. Faut que j'accentue sur mes points forts et travailler les points faibles. Mais je pars du principe qu'il faut toujours rester positif, en fait. Ok. Et c'est pareil en course à pied. Je pense que si on voit de la négativité, c'est une spirale. Et de rester positif et de se dire que ce qu'on fait, c'est bien. Même si on n'est pas dans l'allure attendue, le fait de valider une séance et de se dire je vais y arriver, je vais faire mes kilomètres, je vais faire mon allure, c'est important. Et ouais, souvent, je me pose la question, est-ce que les autres arrivent à faire ça? Et c'est une Ouais. discussion qu'on a eue avec Léon pendant le training camp ensemble à Lanzarote. C'est qu'il a des capacités, Léon, qui sont énormes. Ouais. Et il faut savoir se distinguer lors de l'entraînement sur quel exercice, quel effort on est très fort et où on peut sortir notre épingle du jeu et de s'entraîner là-dessus parce que faut valoriser ses points forts, en fait. Ouais, il y a différentes écoles là-dessus où il y en a, ils veulent miser sur les points forts, d'autres miser sur les points faibles, mais je pense un peu des deux, c'est Ouais, toujours ouais. bien, mais c'est vrai que je suis plus de l'école où finalement, si tu as des points forts, va les travailler et fais en sorte qu'ils soient encore plus forts, quoi. Il faut pas négliger les points faibles aussi, mais C'est ça, voilà. il faut trouver tout un équilibre. C'est un équilibre, la c'est ça. difficulté de notre sport, quoi. Voilà, et c'est pour ça qu'un coach reste aussi très important parce qu'il sait cadrer son athlète et puis il sait travailler quelle zone travailler Bah oui. pour réussir à performer et pourquoi pas gagner des courses ou atteindre des objectifs. Ok, bon, en tout cas, merci pour ce bon moment. J'ai vraiment beaucoup aimé ta vision du sport, mais surtout toute ta transition d'athlète. Avec ces 3 années, on voit bien où en fait tu t'es construit d'année en année avec un objectif certes, mais surtout du plaisir au quotidien. Et aujourd'hui, c'est toujours ce qui t'anime, donc je pense que ça fera ta réussite derrière. Et je suis quand même curieux, et je pense que les auditeurs seront curieux. On voit bien qu'il y a eu 2 gros changements quand même, avec ce changement de coaching qui est présent, donc on va voir ce que ça donne. Et en tout cas, merci pour ce bon moment et à très vite. Merci beaucoup, merci à tout le monde pour les questions. En tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas non plus à me poser des questions sur les réseaux sociaux. C'est vrai que j'y réponds très, très fréquemment et c'est avec plaisir en tout cas. Bon, c'est très gentil à toi. Merci beaucoup. Merci, Ciao. salut. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour continuer à faire évoluer le projet, je vous invite à me laisser un avis sur les différentes plateformes d'écoute. De plus, pour suivre l'actualité, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram Loop sur le triathlon. Et surtout, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Alors merci à vous et à très vite. Ciao ciao.